Europe. Europe 1. 8h16, Patrick Cohen, vous recevez ce matin la ministre du Travail. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Les ordonnances sur la réforme du Code du travail sont en vigueur depuis la fin septembre, depuis un peu plus d'un mois. Est-ce que les entreprises se sont saisies des nouveaux dispositifs ou est-ce qu'elles en ont manifesté l'intention ? Alors, beaucoup d'entreprises s'impliquent maintenant. J'ai vu 3000 chefs d'entreprise ces dernières semaines. 3000. Et avec mon équipe, on a vu à peu près de 5000 DRH. On fait le service après-vente. Ouais. Parce que, si vous voulez, la loi, ça permet le cadre pour que les acteurs s'en saisissent. Mais le but, c'est que ça transforme en positif la réalité des entreprises et des salariés. Et je peux vous dire je vois beaucoup de PME, TPE, mais aussi beaucoup d'investisseurs étrangers qui ont envie de se saisir les opportunités de marché et d'embaucher, et que ça a d'une certaine façon libéré. Donc je on suis ne assez dira confiante. pas beaucoup de bruit pour pas grand-chose sur cette réforme. Je pense qu'on est au tout début de la mise en œuvre, et je crois beaucoup que le fait de renforcer le dialogue social au sein de l'entreprise, au plus près des salariés et des entreprises, oui, ça va faire des changements, certains tout de suite et d'autres dans la durée. Quand ferez-vous un premier bilan ? Le premier bilan, j'ai désigné 3 personnes pour faire une évaluation tout au long. On fera un point d'étape dans 6 mois, et puis on fera un vrai bilan dans 2 ans pour voir toutes les implications que ça a eu. Il y a une épreuve encore devant vous, c'est la ratification par le Parlement de la loi qui porte la réforme, les ordonnances. Ce sera fin novembre sans doute, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de risque ? D'abord, c'est pas une épreuve, la démocratie sociale et la démocratie politique. Une épreuve, La démocratie, c'est bien. Non, je commence cet après-midi à la commission des affaires sociales. Et donc, c'est un processus qui va s'étager entre maintenant et janvier, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, vous ouvrez cette semaine un cycle de concertation et de négociation aussi sur une refonte de l'apprentissage et de la formation professionnelle, réforme considérée comme essentielle. Quel est votre modèle ? Quel devrait être le bon système qui aide les individus à s'adapter aux besoins du marché du travail, Muriel Pénicaud ? Je crois que le bon système, d'abord, c'est que nos enfants est un avenir. Aujourd'hui, on a 1 300 000 jeunes qui sont ni à l'école, ni à l'université, ni en emploi, ni en apprentissage. Et les pays qui ont vaincu le chômage de masse des jeunes, c'est des pays qui ont un apprentissage d'excellence, où comme en France, en théorie, on peut aller du CAP à l'ingénieur, mais aujourd'hui, nous n'avons que 400 000 apprentis, alors que l'apprentissage a des bons résultats. Donc, le premier sujet, c'est que nos dispositifs doivent permettre aux jeunes d'avoir un avenir, de choisir leur métier, puis d'évoluer, de pouvoir aussi changer d'avis et progresser. Parce que l'apprentissage est souvent perçu comme le recours aux situations d'échec scolaire. Oui, alors c'est un paradoxe, parce que dans l'enseignement supérieur, il est bien perçu comme une voie d'excellence. Pas toujours aux autres niveaux. Pourtant, 70% des jeunes qui vont en apprentissage ont un CDI 7 mois après leur apprentissage. Donc c'est déjà une voie de réussite, et on veut faire une voie d'excellence avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, beaucoup plus grande. Et puis pour les salariés, c'est pareil. Tout le monde veut pouvoir avoir un avenir, c'est-à-dire un emploi et si possible une évolution de carrière. Or, la meilleure protection contre le chômage aujourd'hui, c'est la compétence dans un monde qui bouge et qui bouge vite. Donc il faut être beaucoup plus efficace en matière de formation aussi des salariés et des demandeurs d'emploi. Bien sûr, il faut combiner à la fois l'apprentissage et la formation continue, la formation professionnelle. Sur l'apprentissage, c'est un système aujourd'hui effroyablement compliqué, avec de multiples interlocuteurs. À l'avenir, qui aura la main ? Aujourd'hui, ce sont les régions sur l'apprentissage qui s'inquiètent de l'idée de perdre leurs compétences et leur financement. Donc. Alors, le but de la concertation avec les régions et les partenaires sociaux, ça va d'abord être se mettre d'accord sur la situation actuelle, sur l'ambition, puis après, on va discuter qui fait quoi et comment. Pour un jeune aujourd'hui, oui, c'est difficile de trouver, d'abord de savoir quel est le niveau d'insertion, mes chances d'avoir un emploi, combien je gagnerai si je fais un apprentissage. C'est difficile de trouver une entreprise si on n'a pas de réseau, c'est difficile de trouver un CFA parfois. On peut rentrer qu'en septembre ou en décembre, on ne peut pas rentrer tout au long de l'année. Pour les entreprises, parfois les diplômes ne correspondent pas aux métiers qui ont évolué. Elles aussi, elles ne peuvent embaucher qu'une fois ou 2 par an. Donc il y a plein de verrous qui expliquent pourquoi on n'arrive pas à faire de l'apprentissage une grande voie de réussite comme en complément de l'éducation nationale. Vous m'avez pas répondu. Qui aura la main ? Avec des passerelles à faire entre les deux. Qui aura la main ? Qui aura la main ? C'est une question. Alors en France, on aime bien dire
qui va prendre le pouvoir avant de savoir mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Oui. Donc moi j'ai une vision de la concertation, c'est d'abord on va discuter, c'est quoi notre ambition pour nos jeunes. Après on va voir comment on s'organise et donc qui fait quoi. Oui, mais je commence pas par le comment. Qui a le pouvoir, ça peut être la réponse à la question sur les blocages. Pourquoi ça bloque? Non, parce qu'il y a des blocages de tous ordres, vraiment on les a bien identifiés et donc je pense que en fait de toute façon on aura besoin des entreprises, des partenaires sociaux, des régions, des branches professionnelles et des branches professionnelles. Aujourd'hui, notre système, il tourne pas autour du jeune et de l'entreprise. C'est le jeune et l'entreprise qui doivent s'adapter au système. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire une révolution copernicienne, c'est-à-dire changer et vraiment que les systèmes et les institutions soient au service des jeunes et des entreprises et pas l'inverse. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez des modèles. Vous avez visité récemment des pays d'Europe qui sont souvent cités en exemple, la Suisse, le Danemark, la Suisse qui compte dans son gouvernement 2 ministres issus de l'apprentissage, qui ont été apprentis. Absolument. Et j'ai emmené il y a 15 jours un dirigeant de banque. Les partenaires sociaux qui vont être les négociateurs de ces réformes et puis plusieurs présidents de région. Et nous sommes allés ensemble en Suisse et au Danemark. On ne va pas copier ce qu'ils font, mais quand même se laisser interpeller. On voit des jeunes fiers d'être en apprentissage. Il y a très peu de chômage des jeunes. Et donc je pense que c'est pas un modèle parce qu'on peut jamais copier exactement, mais c'est une inspiration parce que ça montre qu'un autre avenir est possible pour nos jeunes, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut y arriver si on est tous résolus à le faire. Bon, il y aura quand même des déçus. Je vois, vous allez répondre à des présidents de région qui s'inquiètent de... Oui, et d'ailleurs je les vois tous la semaine prochaine. Bon, et vous leur direz? Et je leur dirai, voilà, mettons-nous d'accord sur l'ambition et on va travailler ensemble sur comment on fait. Et ensuite on regarde les compétences et qui touchent... la taxe d'apprentissage notamment, hein. C'est beaucoup de milliards qui sont en jeu. Ensuite, vous aurez un énorme chantier, la réforme de l'assurance chômage. Muriel Pénicaud, là aussi, est-ce que vous avez une idée du point d'arrivée là-dessus, ce que vous voulez obtenir? Vous avez promis déjà, ce qui est important, qu'il n'y aurait pas de changement dans le montant et la durée de l'indemnisation. Oui, le sujet n'est pas de modifier le cœur du système. Les partenaires sociaux, en termes d'indemnisation, durée et montant, les partenaires sociaux ont signé il y a quelques mois un accord qui se met juste en œuvre ce mois-ci. Par contre, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a des sécurités qui manquent. L'assurance chômage, c'est un filet de sécurité pour nos concitoyens. Aujourd'hui, ça a été conçu par statut, mais pas lié à la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est salarié aujourd'hui et que demain devient entrepreneur ou micro-entrepreneur, et il y en a beaucoup. L'année dernière, 500 000 créations d'entreprises, dont 250 000 micro-entrepreneurs, ou qui travaillent sur une plateforme. Ces concitoyens-là ne sont pas protégés en termes d'assurance chômage. Et donc, ce qu'on veut, c'est avoir une protection, un filet de sécurité qui marche, en fait, quelle que soit votre situation dans la vie. Et donc ça, c'est le premier sujet. Mais quelle contrepartie? Parce que ça va coûter très cher, on le sait. Eh bien, dans quelques semaines, nous commencerons la concertation et nous mettrons des hypothèses sur la table que nous discuterons avec les partenaires sociaux. Mais des hypothèses qui ne touchent pas à la forme ou à la durée de l'indemnisation, j'insiste, parce qu'il y a l'idée qui revient souvent d'aller vers une allocation forfaitaire, vous savez, comme au Royaume-Uni, au lieu de l'indemnisation actuelle qui est proportionnelle au salaire. Alors, je n'ai pas emmené les partenaires sociaux au Royaume-Uni voir le modèle. Donc, d'accord, votre modèle, c'est pas un modèle anglais. C'est pas un modèle anglais. Mais je pense, en revanche, qu'il faut qu'on puisse élargir le filet de sécurité. Aujourd'hui, si vous voulez, si vous changez de statut en France, et on a le même sujet pour les retraites et dans tous les domaines, si vous changez de statut, vous tombez un peu dans un trou. Donc, je pense qu'il faut accompagner la personne dans la formation, dans l'assurance chômage, quelle que soit son évolution dans la vie. On ne travaille plus à vie dans la même entreprise, on travaille plus à vie même souvent dans le même métier, où il a tellement changé qu'il faut se former en continu. Donc il faut aussi qu'on soit fluide là-dessus, il faut qu'on puisse accompagner chacun. Donc on va avoir des belles discussions. Oui, des grosses discussions, notamment sur la reprise en main éventuelle de l'État sur la gouvernance de l'UNEDIC, hein, qui est un sujet... Alors moi, c'est toujours la même chose, on va d'abord parler de ce qu'on fait, et après on voit les conséquences ou pas. Alors ce qu'on fait, il y a deux questions qui fâchent, qui sont d'un côté et de l'autre. Les contrôles renforcés pour les chômeurs, comme le souhaite le MEDEF, et puis la surtaxation ou le bonus-malus sur les contrats courts, qui là fait horreur au patronat. Sur ces deux aspects, vous allez avancer, Muriel Pénicaud, dans quel sens? Quel est le sujet des contrats courts? Aujourd'hui, 85% des salariés travaillent en CDI, qui est quand même beaucoup mieux à d'état d'égard, notamment pour avoir une autonomie, pouvoir trouver un logement, avoir une sécurité.
Mais 80% des offres sont en CDD et en intérim. Et aujourd'hui, on a un taux de précarité qui est plus élevé que d'autres pays. Bien sûr, il y a toujours une flexibilité, il y a des besoins immédiats, mais il y a des entreprises qui recourent de façon excessive à l'emploi précaire. Et donc, on veut tout simplement, parce que tout ça, c'est l'argent de tout le monde, il est mutualisé. Et bien que ceux qui vont plus vers l'emploi en CDI, finalement payent moins d'assurance chômage et l'inversement. Donc je pense que c'est une logique qui peut être comprise par tout le monde. Les chômeurs davantage contrôlés. Alors, il faut à la fois plus aider et mieux contrôler. Plus aider, ça veut dire qu'on peut contrôler, ça a du sens le contrôle. Si oui, le chômeur, on lui propose très vite, dès qu'il commence, une perspective, un bilan de compétences, une formation, une perspective. Et à ce moment-là, oui, il y a une minorité, la majorité des demandeurs d'emploi, la très grande majorité, ils n'ont qu'un but, c'est de trouver un emploi. Il y a une minorité de gens qui abusent, qui fraudent. Eh bien, je pense que tout le monde comprend que c'est l'intérêt général de les contrôler. Le chômage, Muriel Pénicaud, vous ne commentez pas les chiffres mensuels de Pôle emploi, mais est-ce que vous pourriez nous dire ce matin que cette tendance à la décrue devrait se poursuivre dans les mois à venir? Alors, comme le prochain rendez-vous trimestriel sera début décembre, et donc on s'approche de début décembre. Oui, on est sur une tendance, je pense, de confirmation, notamment la création d'emplois est quelque chose. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut continuer fort les réformes maintenant, parce qu'on a une conjoncture économique qui est favorable, la croissance est assez robuste. C'est pour ça qu'il faut investir à fond dans les compétences des gens pour que les demandeurs d'emploi puissent saisir cette chance de retrouver un emploi. Et puis c'est aussi pour ça qu'il faut continuer, et nous le ferons, les réformes de fond. Merci Muriel Pénicaud, ministre du Travail, d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.